Bonsoir à tous et à toutes. Je vais essayer d'expliquer ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire la période d'état d'urgence, mais aussi les législations antiterroristes. Et en fait, ce qu'on vit depuis le 13 novembre, c'est-à-dire la gestion des attentats par François Hollande, par le gouvernement, on peut le comprendre en le réinscrivant dans deux histoires. Il y a une petite histoire qui est celle de l'état d'urgence et une grande histoire qui est celle de l'exception et des dispositifs d'exception en France. Si on prend la petite histoire, est-ce que vous savez quand est-ce que la première fois qu'on a utilisé l'état d'urgence? Normalement, vous devez le savoir. La guerre d'Algérie. Alors, la guerre d'Algérie, la question c'est pourquoi est-ce que pendant la guerre d'Algérie, est-ce qu'on a mis en place l'état d'urgence? Parce qu'en fait, c'est un régime d'exception qui n'existait pas du tout avant, qui est totalement inédit et qu'on a inventé pendant la guerre d'Algérie. Déjà, il y a une première raison, c'est que selon le gouvernement, il fallait faire face à une situation insurrectionnelle. C'est-à-dire faire face à des sabotages, faire face à l'installation de maquis, à des assassinats, etc. Donc il fallait répondre à une situation exceptionnelle par une mesure exceptionnelle. Sauf qu'en réalité, si l'état d'urgence a été créé, c'est aussi pour éviter d'utiliser l'autre régime d'exception qu'on avait dans la Constitution et qui était l'état de siège. Pourquoi est-ce qu'on ne voulait pas utiliser l'état de siège? Parce qu'en fait, l'état de siège, ça aurait donné une qualification militaire à la guerre d'Algérie. Et donc, ça voulait dire qu'on était en guerre contre la guerre d'Algérie. Or, le gouvernement, vous le savez, a toujours refusé de considérer que la guerre d'Algérie était une guerre. Les soldats du FLN, Front de Libération Nationale, ou les militants de l'ALN, l'Armée de Libération Nationale, n'étaient pas considérés comme des combattants. Ils étaient considérés comme des malfaiteurs, des délinquants, et d'ailleurs, à ce titre, je vous signale que de nombreux membres du FLN étaient inculpés d'association de malfaiteurs, ce qui doit vous rappeler quelque chose en lien avec aujourd'hui. Donc, donner une qualification militaire aux événements d'Algérie, c'était dire qu'on était en guerre, mais c'était aussi considérer que les militants du Front de Libération Nationale étaient des prisonniers de guerre. Et ça, c'était extrêmement important. Pourquoi? Parce que si vous avez des prisonniers de guerre, qu'est-ce que ça fait? Si vous êtes déclaré comme prisonnier de guerre, vous êtes protégé par un ensemble de droits, et notamment par les conventions de Genève. Et les conventions de Genève, elles empêchent de torturer, de maltraiter les prisonniers de guerre. Et vous savez que pendant la guerre d'Algérie, on a largement utilisé la torture. Et là, il y a eu tout un enjeu mené par des avocats militants. Alors, on parle tout le temps de Jacques Vergès, mais il n'y a pas que Jacques Vergès. Il y a eu énormément d'avocats qui sont allés plaider en Algérie et qui ont essayé justement de faire reconnaître que les prisonniers du FLN étaient des combattants et des prisonniers de guerre. Donc l'état d'urgence, il a vraiment été inventé pour ça, pour faire face à une situation qui était dite exceptionnelle, mais pour éviter de dire qu'on était en guerre. Ça, c'est la première chose. Ce qu'on peut dire aussi, je pense que c'est important de le rappeler, c'est que l'état d'urgence a été créé par une loi et donc voté à l'Assemblée nationale en 1955. Est-ce que vous savez combien de députés se sont opposés à l'état d'urgence en 1955? 230. C'est-à-dire pas tout à fait la moitié, mais presque. Juste à titre de comparaison, en novembre 2015, alors on peut dire que c'est pas tout à fait la même chose, mais en novembre 2015, il y a eu combien de députés qui s'y sont opposés? 6. 230 en 1955, 6 aujourd'hui. On pourra revenir sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nos députés ne sont pas fichus de s'opposer à l'état d'urgence. Pour le dire clairement, et en fait, ça a trait notamment à la gauche gouvernementale et le Parti socialiste en particulier, qui s'est rallié au fait qu'il fallait voter toujours de l'exception. Je reviendrai peut-être sur ça tout à l'heure, où vous me poserez des questions. Donc vous le savez, l'état d'urgence, c'est en fait un régime d'exception qui vise à contrôler un territoire, une population, des idées. Ça permet énormément de choses. Interdire des manifestations, interdire des réunions, fermer des clubs, fermer des cafés, fermer des bars. Ça permet d'assigner à résidence, ça permet de perquisitionner,
Et là, j'aimerais faire une parenthèse qui me semble importante. Vous savez qu'il y a énormément d'hommes politiques de droite ou d'extrême droite qui demandent des camps d'internement aujourd'hui. Des camps d'internement pour les fichiers S ou pour les potentiels terroristes. Et tout le monde dit, c'est farfelu, ça n'arrivera jamais. Je rappelle quand même que pendant la guerre d'Algérie, avec la loi d'état d'urgence, on a créé plus d'une dizaine de camps d'internement. En Algérie, mais aussi en métropole, donc en France. Donc il y a eu énormément de camps d'internement, des milliers de gens qui ont été internés, et une fois que vous étiez interné, pour sortir du camp d'internement, c'était extrêmement compliqué. Donc tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire qu'il faut toujours faire attention aux propositions qui nous paraissent toujours les plus farfelues, parce qu'en réalité, quand on regarde dans l'histoire, on voit que des camps d'internement, mais aussi la torture, etc., ça a bien existé en France. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut dire. C'est pour ça aussi qu'il faut être extrêmement vigilant sur ces questions. Cet état d'urgence qui a été utilisé pendant la guerre d'Algérie, il a été ensuite utilisé, vous le savez peut-être, il a été utilisé en 1984 en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il y a eu des événements en Nouvelle-Calédonie, et puis en 2005, au moment des révoltes urbaines, qui a été appliqué à une partie du territoire français, là aussi extrêmement ciblé. Donc en fait, c'est cet état d'urgence créé pendant la guerre d'Algérie qui a été utilisé par François Hollande juste après les attentats du 13 novembre. On peut remarquer d'ailleurs que François Hollande a déclaré l'état d'urgence au cœur même des attentats. C'est-à-dire que quasiment la prise d'assaut du Bataclan n'était pas finie, que déjà on annonçait l'état d'urgence. C'est dire la réactivité à l'émotion de cette décision de prendre l'état d'urgence. Sauf que ce qui me semble important de noter, c'est que est-ce qu'on a mobilisé la même loi? C'est-à-dire, est-ce que c'est la même loi que celle de 55 qu'on a utilisée après le 13 novembre? Non, c'est pas la même loi. C'est-à-dire qu'on a aggravé cette nouvelle législation d'exception. On a rajouté plusieurs mesures. Par exemple, et on verra l'importance que ça a. Par exemple, on a rajouté la possibilité de perquisitionner administrativement, ça c'était possible, mais sans le contrôle de la justice. C'est-à-dire sans le contrôle de l'autorité judiciaire. Pourquoi est-ce qu'on peut considérer ça comme une dérive? Parce qu'en réalité, ça veut dire que l'administration, le préfet, le sous-préfet, a énormément de pouvoir et s'autonomise de la justice. Je reviendrai sur ça, mais c'est vraiment une vraie dérive de l'état d'urgence. Deuxième chose qu'on a rajoutée, la possibilité d'assigner à résidence des gens dont le comportement serait considéré comme dangereux. Alors il faut faire toujours extrêmement attention. Moi, quand je travaille sur l'état d'urgence, sur les législations antiterroristes, etc., je regarde les termes qui sont utilisés. Et si vous regardez les lois, d'état d'urgence, vous verrez que les termes sont toujours extrêmement flous. C'est des gens dont le comportement serait susceptible d'être interprété comme. Ce qui veut dire qu'on peut finalement toucher énormément de gens, de plus en plus de gens, parce que finalement les termes de la loi sont totalement flous. Et donc ils sont totalement élastiques. Donc ça c'est la deuxième chose, l'assignation à résidence, les perquisitions sans le contrôle du juge. Et puis troisième chose dont on n'a pas beaucoup parlé mais qui est important, c'est la possibilité de dissoudre des organisations si elles sont considérées comme dangereuses pour l'ordre public. Personne n'a relevé ce petit détail, mais pourtant c'est extrêmement important. Parce que vous savez que la dissolution des organisations, c'est une arme extrêmement puissante qui a été très très utilisée par le pouvoir répressif en France. La dissolution, je fais très vite, mais en fait ça a été créé par les socialistes en 1936 pour dissoudre les ligues d'extrême droite. Donc à la base, c'est vraiment une mesure pour dissoudre les ligues d'extrême droite. Or, très vite, cette loi s'est retournée contre la gauche, puisque 3 ans plus tard, qui est-ce qui est dissous? C'est le Parti communiste français. 1955, qui c'est qui est dissous? C'est le Parti communiste algérien. Ce qui fait que tous ses membres se sont retrouvés dans la clandestinité, ont été torturés, mis dans des camps d'internement, etc. 1968, le général de Gaulle dissout 12 organisations d'extrême gauche qui participaient aux événements de mai 68. Donc on va dissoudre l'extrême gauche. 70, on dissout la Ligue communiste révolutionnaire, on dissout la gauche prolétarienne, etc., etc. Donc cette mesure qui paraît totalement anodine et qui pour l'instant n'a pas vraiment été utilisée est une mesure extrêmement dangereuse
parce qu'en fait, selon par qui elle est utilisée, elle peut aboutir à la dissolution d'un parti, d'un syndicat, etc. Donc il faut être aussi extrêmement vigilant sur cette mesure qui est dans l'état d'urgence. Moi, ce qui me paraît aussi très inquiétant, c'est là ce qui est en train de se passer là ces derniers jours. C'est-à-dire qu'on a encore changé la loi d'état d'urgence. C'est plus celle de 55, c'est plus celle de novembre 2015, c'en est une autre. C'est-à-dire qu'on a décidé non pas que l'état d'urgence serait voté pour 3 mois, serait mis en place pour 3 mois, mais pour 6 mois. Et puis on s'est dit, l'état d'urgence, il n'est pas assez efficace. Donc on va rajouter certaines mesures. Et on a rajouté les perquisitions informatiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, l'état d'urgence, ça devient quelque chose qui est complètement malléable, changeant, mouvant. On peut en faire un peu ce qu'on veut. On peut rajouter des dispositions, on peut allonger la durée, etc. etc. Donc c'est plus tellement un état d'urgence, c'est vraiment un état d'exception que le gouvernement, les députés peuvent arranger selon leur volonté. Donc ça, c'est extrêmement embêtant. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il faut faire attention parce qu'on dit, il y a beaucoup de personnes qui disent on n'est pas dans un état d'urgence permanent, puisque chaque fois, il y a des prolongations. C'est vrai. Et on peut considérer qu'un jour, peut-être, on sera plus sous état d'urgence. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'on voit très bien que l'état d'urgence, en fait, il sert au gouvernement à essayer certaines mesures, les perquisitions, les assignations en résidence, et qu'ensuite, ces mesures, elles vont être votées par une loi. C'est-à-dire que si vous regardez la loi qui a été votée en juin 2015, c'est une loi qui s'appelle « Loi contre le terrorisme, la criminalité organisée et son financement ». On peut perquisitionner de nuit, ce qui est totalement interdit par le droit commun, et on va pouvoir assigner à résidence des gens qui viennent de terres d'opération djihadistes, toujours avec des termes extrêmement flous. Donc ça veut dire qu'en réalité, des choses qui n'étaient permises que sous état d'urgence, finalement maintenant sont dans la loi et on n'a plus besoin de l'état d'urgence pour faire des perquisitions et pour assigner à résidence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jour, on va enlever l'état d'urgence, mais qu'il y a énormément de mesures policières, administratives, liées au service de renseignement, qui seront dans notre droit commun. C'est la banalisation de l'exception. Des mesures d'état d'urgence sont passées dans notre droit ordinaire de tous les jours. C'est une autre dérive. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'état d'urgence. Mais ça, c'est la petite histoire. Pour comprendre ce qu'on vit aujourd'hui, il faut aussi parler d'une histoire beaucoup plus générale qui est l'usage de l'exception en France, des mesures d'exception. Alors on pourrait remonter très loin. On pourrait remonter, je crois, à la Grèce antique. Il y a toujours eu des mesures d'exception qui visent à focaliser, cibler une population pour l'exclure, pour la réprimer, etc. Sous la monarchie, on a eu énormément de mesures d'exception. On avait par exemple ce qui s'appelait la justice du roi. C'était le roi qui décidait qui devait être jugé coupable, qui devait être condamné, à combien, etc. Donc c'était le roi qui décidait. Mais le premier vrai moment où on a eu des mesures d'exception en France, c'est la Révolution française. C'est un moment où on a décidé qu'il y avait des espions, des comploteurs, des traîtres, et donc il fallait les juger différemment et plus sévèrement. Et la première juridiction d'exception en France, c'est pendant la Révolution française, c'est le tribunal révolutionnaire, qui a été créé en 1992 et qui a condamné à mort plus de 3000 personnes. Et donc à partir de la Révolution française, 1792. Et donc c'est à partir de là que les gouvernements, ceux qui sont au pouvoir, prennent l'habitude de désigner une cible précise et de dire cette cible-là, elle ne peut pas être jugée comme les autres, il faut la juger différemment, par des juridictions d'exception, par des lois d'exception. Si on regarde toute l'histoire de France, on voit qu'il y a une seule république où il n'y a jamais eu de juridiction d'exception, par exemple, c'est la Troisième République. Tout le monde dit la Troisième République, il n'y a pas eu d'exception. C'est pas vrai, puisque sous la Troisième République, on a les lois scélérates qui visaient en fait à criminaliser, à réprimer les anarchistes. C'est-à-dire vous avez un ensemble de lois qui visent à punir le discours anarchiste et qui est en fait une législation d'exception. Ensuite, vous avez les anarchistes, donc, qui sont une vraie cible de l'État français fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Mais ensuite, l'autre grande cible
de l'exception, ça va être le Parti communiste français et les communistes, qui vont être des cibles de la répression de, je sais pas moi, de la création, de 1917 en gros jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie. Et on va essayer énormément de mesures pour pouvoir les réprimer, les emprisonner, faire des procès politiques contre eux, etc. Mais dans ce cadre-là, dans toute cette répression, il y a une mesure qui me semble importante, c'est les juridictions d'exception, c'est-à-dire les tribunaux d'exception. Vous savez qu'on a créé énormément de tribunaux d'exception sous Vichy. Il y a eu énormément de cours martiales, de sections spéciales, de hautes cours de justice, etc., qui ont fait des centaines et des milliers de condamnés. Et puis ensuite, vous avez une deuxième période, la libération, où on a multiplié là encore les dispositifs d'exception contre qui? Cette fois-ci contre l'extrême droite et les collaborateurs. Puis nous venons à la guerre d'Algérie, ce que je vous disais tout à l'heure, les internements, les tortures, les assignations à résidence, etc., etc. Et puis après, la guerre d'Algérie, on pourrait considérer qu'il n'y a plus de justice d'exception, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai, puisque en gros, du début des années 60 au début des années 80, on a eu un tribunal spécial, qui était un tribunal d'exception, qui s'appelait la Cour de sûreté de l'État, qui a été créé par le général de Gaulle, officiellement pour juger l'extrême droite, mais qui en réalité a fini par juger les manifestants de mai 68, les Mao de la gauche prolétarienne, Action Directe, le FLNC, les Bretons, les indépendantistes bretons, etc. Et quand la gauche arrive au pouvoir en 1981, qu'est-ce qu'elle décide? Elle décide de supprimer toute législation, toute mesure et toute disposition d'exception. Au nom de quoi? Au nom de plusieurs principes. Premier principe, l'égalité de toutes et de tous devant la loi. La gauche, et Robert Badinter en particulier, dit tout le monde, quel que soit le crime commis, même si c'est un crime terroriste, doit être jugé de la même manière, doit être traité de la même manière. Ça, c'était un des principes. Égalité de toutes et de tous devant la loi, malgré le crime commis. Deuxième principe, le droit commun doit toujours supplanter l'exception. C'est-à-dire ne pas laisser l'exception rogner l'état de droit, affaiblir l'état de droit. Ça, c'était vraiment les deux principes. Or, on y reviendra peut-être dans la discussion si vous le souhaitez, mais à partir de 1986, la droite revient au pouvoir par le biais de la cohabitation, et en fait, il y a une série d'attentats, et la droite veut absolument recréer des dispositifs d'exception, un tribunal d'exception, et il y a un procès qui est assez connu et qui va en fait permettre à la droite de multiplier tout ça. C'est un procès d'action directe. Je ne sais pas si vous connaissez ce procès, c'est un procès d'action directe qui est dit l'affaire de la rue de Truden. C'est 3 membres d'action directe, Victor Schleicher et les frères Alphen, qui ont tué 2 policiers dans la rue. Et donc il faut les juger. Il n'y a plus de juridiction d'exception, puisque Robert Badinter a supprimé la Cour de sûreté de l'État, les tribunaux militaires, etc. Donc les membres d'action directe doivent être jugés par une cour d'assises, normalement. Sauf que qu'est-ce que font les membres d'action directe? Ils menacent de mort les membres du jury de la cour d'assises. Et donc, les jurés de la cour d'assises ne veulent plus aller, évidemment, au procès. Alors, ils essaient des manœuvres, ils essaient de recruter, ils piochent au sort. Personne ne veut y aller, donc on ne peut pas juger les membres d'action directe. Et la droite dit, vous voyez bien que les terroristes ne peuvent pas être jugés comme tout le monde, qu'il faut des mesures d'exception. Et là, on va mettre en place toute une série de mesures d'exception, les gardes à vue prolongées, un tribunal spécial pour juger les terroristes. C'est à partir de 86 qu'on va créer la quatrième section du parquet de Paris. Donc vous savez, les juges antiterroristes, Jean-Louis Bruguière, Marc Trévenic, etc. Ça date de 86. Et qu'on va décider que tout ce qui touche au terrorisme sera décidé à Paris et traité à Paris. Ce qui a causé énormément de problèmes, par exemple, aux Basques et aux Corses, qui auraient bien aimé continuer à être jugés par les tribunaux correctionnels de là où ils étaient et qui étaient obligés de venir à Paris pour être jugés à Paris. Donc, à partir de 86, on a vraiment une multiplication des législations antiterroristes qui vise à créer ce qu'on appelle un régime répressif aggravé. C'est quoi un régime répressif aggravé? C'est de dire qu'il y a une partie de la population qui ne mérite pas d'être traitée par le droit commun et qui doit être plus sévèrement jugée. Et je ne vous les fais pas toutes, je crois qu'il y a une juriste qui arrivera tout à l'heure. En gros, depuis 86, on a empilé une trentaine de lois antiterroristes.
Et là, il faut être assez précis. On peut considérer que la France est le pays d'Europe qui a la législation antiterroriste la plus dure et la plus complète. Donc, quand on dit on ne peut pas lutter contre le terrorisme aujourd'hui, on a une législation plus que complète. On a un arsenal antiterroriste extrêmement puissant. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'est-ce qu'on peut dire de tout ce que je vous ai raconté? Qu'est-ce qu'on peut sortir comme conclusion de cette histoire de l'état d'urgence, de cette histoire de l'exception, de la justice d'exception? C'est qu'en fait, les gouvernements, ils disent toujours la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont justifier l'état d'urgence, les mesures d'exception, toujours avec les mêmes arguments. On les retrouve dans toute l'histoire et on les retrouve évidemment aujourd'hui. Par exemple, on va toujours identifier un péril, une menace. Et on va toujours dire au départ, il y a un ennemi intérieur spécifique. Ça va être aujourd'hui les djihadistes. Sauf que ce qu'on voit très bien dans l'histoire, et on l'a très bien vu après le 13 novembre, c'est que cette figure de l'ennemi intérieur, elle devient de plus en plus floue, de plus en plus incertaine. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que progressivement, les mesures d'exception, elles vont plus toucher cet ennemi intérieur spécifique. À quoi est-ce qu'on l'a vu? C'est que pendant l'état d'urgence, vous savez qu'il y a eu plus de 5000 perquisitions, plus de 400 assignations à résidence. Qui a été touché par ces mesures-là? 90%, voire plus, des gens étaient des musulmans qui n'avaient aucun lien avec des réseaux terroristes, il faut le dire, ou des opposants. On a bien vu quelques militants écologistes assignés à résidence. Quelques semaines seulement, ou quelques jours seulement après la mise en place de l'état d'urgence. Où étaient les djihadistes là, dans ces cas-là? Donc ce qu'on voit très bien, c'est qu'au départ, on dit toujours on en a besoin de ces mesures-là parce qu'il y a cet ennemi intérieur. Mais qu'en fait, très très vite, on va finalement utiliser cette mesure d'exception contre d'autres groupes, contre d'autres populations qui n'ont absolument rien à voir. Deuxième argument, alors premier argument, il y a toujours un ennemi intérieur. Deuxièmement, il faut agir très très vite. L'urgence, une urgence à agir. C'est-à-dire le gouvernement, le chef de l'État va dire on ne peut pas attendre, il y a une urgence à voter cette loi, voter l'état d'urgence, et si vous n'êtes pas content, je mettrai en place le 49.3. Là, ça n'a pas été le cas. Mais par exemple, dans le passé, cette fameuse Cour de sûreté de l'État dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette juridiction d'exception qui a duré pendant 18 ans, elle a été créée avec un 49.3. C'est-à-dire qu'on a créé une juridiction d'exception qui a jugé des milliers de militants par le 49.3. Donc il y a urgence à agir et les députés ont intérêt à agir très vite, sinon de toute façon on passera outre. Donc ça c'est vraiment très important. Troisième argument qu'on entend tous les jours, c'est notre droit commun n'est pas capable de faire face au terrorisme. C'est-à-dire notre appareil répressif ordinaire ne peut pas assumer de faire face à de telles violences radicales. Et donc il y a toujours un argumentaire, il y a une violence exceptionnelle et il faut répondre par une répression exceptionnelle. Or, si on écoute les acteurs sur le terrain, moi je ne suis pas au service de renseignement, je ne suis pas juge antiterroriste, etc. Mais j'écoute quand même ce que disent les acteurs sur le terrain. Ils disent qu'on a les moyens de le faire. Mais qu'effectivement, il manque d'hommes, il manque de moyens, etc. Mais on a le droit commun peut suffire. Et on voit très bien avec l'attentat de Nice, notamment, que l'état d'urgence ne peut rien contre ce type d'attentat. Enfin, dernière justification. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on va toujours dire que le terrorisme est nouveau. Ça, c'est aussi tout à fait classique. C'est-à-dire que, par exemple, dès la guerre d'Algérie, le terrorisme FLN, c'était nouveau. À la fin de la guerre d'Algérie, le terrorisme de l'OAS, donc des partisans de l'Algérie française, c'était nouveau. Le terrorisme des Mao, c'était nouveau. Action directe, c'était nouveau. Donc c'est toujours nouveau. Pourquoi est-ce qu'il y a intérêt de dire que c'est nouveau? C'est quoi l'avantage de dire que c'est nouveau? Si c'est nouveau, eh ben, ça veut dire qu'on ne peut pas faire face. On n'a pas ce qu'il faut. Ça veut dire que notre droit, il est ancien, il n'est pas adapté. Et donc, si c'est une nouvelle menace, il faut de nouvelles mesures. Donc, quand on insiste comme ça, toujours sur la nouveauté, c'est pour impulser de nouvelles lois, de nouvelles mesures d'exception. Donc ça, c'est pour ça, ça c'est tout à fait classique et on l'entendra encore pendant très longtemps. Dernière justification, on va toujours dire, il faut le faire pour une finalité supérieure, pour quelque chose de bien. Alors avant, sous De Gaulle, on disait il faut le faire pour sauver l'État. Sauver l'État, sauver la France, etc.
Petit à petit, on a compris que l'argumentaire marchait pas trop, sauver l'État, ça marchait pas trop. Donc maintenant, on va dire, on va le faire pour protéger les citoyens. Et si vous écoutez les discours de Manuel Valls ou même de certains responsables aujourd'hui, on le fait pour l'état de droit. Ce qui est quand même fantastique, hein. Donc on met l'état d'urgence pour sauver l'état de droit. C'est quand même très très intéressant. Voilà pour les argumentaires. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder les dérives des mesures d'exception, des états d'exception et de l'état d'urgence. Là aussi, si on regarde toute notre histoire, c'est toujours les mêmes dérives, toujours les mêmes. La première dérive, c'est celle de la banalisation et de la pérennisation de l'exception. Ça veut dire que l'exception, normalement, c'est quelque chose d'exceptionnel, qui est lié à une circonstance exceptionnelle, qui n'est pas fait pour durer. Or, on voit très bien que dès qu'il y a un attentat, par exemple, ou dès qu'il y a une menace, un ennemi intérieur, cette exception, on va essayer de la faire durer le plus longtemps possible. Et si possible, de rendre cette exception permanente. Comment est-ce que depuis le 13 novembre, on peut voir ça? Ben déjà parce que je vous l'ai dit, la loi qui a créé l'état d'urgence, elle a complètement changé ce régime d'exception. Elle l'a aggravé. Les assignations, les perquisitions, la possibilité de dissoudre. Et aujourd'hui, les perquisitions informatiques, on a rajouté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en 2017, en 2020, en 2050, quand le gouvernement décidera d'utiliser l'état d'urgence, eh bien, il aura à sa disposition un régime d'exception qu'on a créé de toutes pièces après le 13 novembre. Cette tentative de l'état d'urgence de le rendre permanent, de rendre l'exception permanente, on l'a vu surtout au moment du débat sur la constitutionnalisation de l'état d'urgence. C'est-à-dire qu'on a voulu rentrer l'exception dans la Constitution. Et là, c'est vraiment l'exemple type de la manière de vouloir l'ancrer dans le droit. Et là, c'était carrément la loi fondamentale. Et puis dernièrement, oui, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a énormément de mesures liées à l'état d'urgence qui vont rentrer dans notre droit commun et donc qui sont totalement pérennisées et qui seront utilisées et utilisables sans besoin d'état d'urgence. La deuxième dérive, qui est la même, c'est qu'il y a toujours une extension inexorable des cibles. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. La véritable cible n'est jamais celle qui finalement est touchée par des mesures d'exception. Si on regarde l'histoire, on voit très bien qu'au départ, la personne, la cible, la population qui est visée, finalement, ce n'est plus elle qui est visée quelques semaines, quelques jours ou quelques mois après. Je vous le disais tout à l'heure, quand le Parti Socialiste, enfin la SFIO en 1936, a décidé de créer la dissolution des organisations contre l'extrême droite, elle ne pensait pas que 3 ans après, ça se retournerait contre la gauche et le Parti communiste français. Quand on a créé la Cour de sûreté de l'État après la guerre d'Algérie, c'était pour lutter contre l'extrême droite. Puis finalement, quelques années après, ça s'est retourné contre les manifestants de mai 68. L'état d'urgence s'est retourné contre des militants écologistes, etc., etc. La liste est extrêmement longue. Ce qui veut dire que tout ce que... En fait, l'argument est toujours de dire il faut le faire parce qu'il y a cet ennemi intérieur. Mais en réalité, il y a toujours d'autres gens qui sont la cible derrière et qu'une fois qu'une exception, elle est dans le droit, dans la loi, elle peut être utilisée contre n'importe quel groupe considéré comme dangereux pour le pouvoir. Et ça peut changer très vite. Hein? L'ennemi intérieur change très vite, peut passer de l'extrême droite à l'extrême gauche en quelques temps, en quelques jours, en quelques semaines. Et enfin, troisième dérive, c'est celle de l'affaiblissement progressif de la justice. Alors, je ne suis pas là pour défendre la justice. Hein. Moi, ça fait quand même 10 ans que je travaille sur la répression, donc j'ai beaucoup travaillé sur les juges, la répression, les procès, etc. Donc, je ne suis pas forcément là pour défendre la justice. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai été extrêmement marquée. J'avais rencontré quelqu'un dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Henri Alleg. Henri Alleg, c'est un militant communiste algérien qui a été torturé, vous le savez, pendant la guerre d'Algérie, et lui, précisément, qui a été interné dans un camp. Et quand j'avais discuté avec lui, on parlait du camp d'internement, et il me disait, moi, pendant la guerre d'Algérie, je ne rêvais qu'une chose, c'était de passer devant un juge. Parce que devant un juge, je savais que j'aurais un procès, que je serais emprisonnée et qu'on saurait où j'étais. Alors cette anecdote, elle montre quoi? Enfin, moi, elle m'a beaucoup marquée. Elle montre qu'il vaut toujours mieux un juge, une autorité judiciaire, que l'armée, que la police, que la gendarmerie et surtout que l'administration, notamment sous état d'urgence.
et que quand vous êtes dans un camp d'internement ou en rétention, etc., il vaut mieux la justice que l'autorité administrative. Et ce qu'on voit très bien, c'est que... Donc, effectivement, tu viens de parler de la procédure armée, et après on va faire une question, donc encore pendant une demi-heure, un truc comme ça. Oui. Et donc, est-ce que vous avez à tout hasard des questions pour mieux comprendre tout ça? N'hésitez pas à vous asseoir, à vous avancer. La raison pour laquelle tout le monde est assis, c'est que le but c'est vraiment de faire un cercle et de lancer des conversations. Donc si vous avez une ou deux questions sur l'état d'urgence pur, n'hésitez pas. Et sinon on passe aux lois pénales. Vas-y. Alors. Oui, donc je trouve ça plutôt intéressant que vous démarriez par rapport à la question de l'Algérie. Et est-ce que vous pouvez expliciter un peu plus? Et moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle, je veux dire, avec ce qui se passe en Syrie. Et comment, je veux dire, ce qui m'a énormément frappé à chaque fois, à chaque attentat, Hollande brandit, je veux dire, son panache de la guerre, et la première chose qu'il a dit là, on va frapper plus fort en Syrie. Et on sait très bien qu'on frappe plus fort en Syrie, on va tuer à nouveau beaucoup plus d'innocents, et on sait très bien voilà, comment là il y a eu des bavures qui se sont passées dernièrement, et qu'en fait cette intervention en Syrie, c'est quand même contre un peuple qui s'est soulevé pacifiquement. Mais revenons peut-être à l'Algérie d'abord, je trouve ça assez intéressant. Je ne sais pas trop comment vous répondre. En tout cas, moi, ce qui me frappe énormément, c'est l'utilisation de la guerre, du mot guerre. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va dire, on est en guerre. Alors, on ne sait pas très bien contre qui. Alors, on dit la Syrie, on dit qu'on est en guerre sur notre sol. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que dire qu'on est en guerre, ça a des conséquences. Juridiquement, ça voudrait dire quelque chose. Alors que... Donc ça c'est une première chose, c'est-à-dire aujourd'hui on dit qu'on est en guerre sur notre sol, alors que justement pendant la guerre d'Algérie on refusait de dire qu'on était en guerre. Donc il y a toujours une utilisation de cette guerre qui est à géométrie variable. Pendant la guerre d'Algérie, alors qu'on était réellement en guerre, on refusait de considérer que c'était une guerre, parce que l'Algérie c'était un territoire français, et que la France ne pouvait pas être en guerre contre son département à elle, sa colonie à elle, et aujourd'hui on serait en guerre contre des fichiers S, en gros pour le dire de manière extrêmement rapide. Et c'est ça qui me frappe, c'est l'utilisation à géométrie variable de ce registre guerrier et de cette utilisation politique de la guerre pour des buts politiques. La guerre d'Algérie, vous vouliez savoir quoi sur la guerre d'Algérie? En fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la guerre d'Algérie, il y a deux arguments pour créer l'état d'urgence, et c'est de dire il y a une situation insurrectionnelle, c'est le mot, et le deuxième argument, ça ne va pas vous étonner, c'est de dire notre droit, notre justice ne peut pas faire face à cette nouvelle menace. Et donc il y a une incapacité du droit commun à faire face, donc on doit créer un régime d'exception. Et donc c'est vraiment par rapport à cette situation inédite d'une révolte, parce que vous savez qu'à l'époque, on ne dit pas donc que c'est la guerre, on dit il y a des soubresauts en Algérie, il y a des petites révoltes en Algérie. Et donc on veut totalement décrédibiliser, délégitimer le combat nationaliste algérien. Et voilà, et l'état d'urgence a vraiment été fait pour ça. Une autre question ? Question très courte, mais parce que tu as été très courte sur la partie numérique, et il y a dans les nouvelles mesures aujourd'hui la possibilité d'accéder aux métadonnées des gens qui auraient peut-être des contacts avec des gens qui auraient peut-être des contacts. Ça me semble un saut quantique immense, que tout d'un coup ça touche tout le monde et le passé proche de tout le monde, parce que si demain on est interpellé pour quoi que ce soit, on peut aussi aller récupérer nos métadonnées. C'est un risque énorme ou on est un peu parano et ça n'en est pas un? La réponse est dans la question, mais... Le risque à court terme, il est assez mince pour des gens qui ne tapent pas sur Google, comme moi tous les jours, djihad, Ben Laden, attentat, etc. À long terme, je ne sais pas ce que ça peut donner. C'est-à-dire, moi ce qui m'inquiète, je ne l'ai pas dit, mais évidemment je trouve la situation là inquiétante. Mais moi ce qui m'inquiète, c'est 2017, c'est 2022. C'est qui sera au pouvoir dans quelques années et qui pourra utiliser tout ce qu'on est en train de mettre en place maintenant, soi-disant contre des djihadistes.
ça va rester dans notre droit et ça sera réutilisé. Et tout ce que vous dites là, mettre des logiciels espions dans les ordinateurs, prendre des photos dans des lieux publics et privés, mettre des micros dans des lieux publics et privés, etc., etc., on voit très bien l'utilisation qu'on pourrait en faire sous un autre gouvernement ou sous un autre type de régime en tout cas. Moi c'est aussi ça qui m'inquiète. Alors je pense que parano, je ne sais pas s'il faut être parano, en tout cas il faut savoir que si dans un moteur de recherche vous tapez certains mots, forcément ça va rediriger. Logiquement. Après, comment ce sera utilisé contre vous, ça, et ça peut toucher donc énormément de gens. Une autre question? Allez, on va prendre deux, et puis après, on va passer à Nathalie. Et ça restera globalement dans la même veine d'enjeux, de questions. Voilà. Bonjour. Oui, Aleg a écrit la question sur le problème algérien. Ce que je voulais vous demander, ne pensez-vous pas qu'il y a, à mon avis, une sorte de contradiction? Avant l'attentat de Charlie, on privilégiait l'innommable de lutter contre l'expression, le droit d'expression. Et ce que fait le gouvernement depuis un certain temps, pratiquement depuis la guerre d'Algérie, c'est en fait, peut-être c'est une interprétation personnelle et j'aimerais que vous puissiez me répondre, est-ce que ce ne serait pas aussi là l'étouffement de l'expression? La liberté d'expression, c'est une forme d'étoile. On parle des djihadistes, et vous avez dit ceux qui sont visés, ce sont des gens d'origine musulmane, ceci. Et demain, on trouvera un Français, passez-moi l'expression, sans arrière-pensée, Français de souche, qui aurait des liens tout à fait amicaux et qui peuvent passer, qui est un drame, et bien ils seront exactement dans quel état. Quand on parle des banlieues, le gouvernement, au lieu d'essayer de trouver une solution au problème des banlieues, aussi bien social que instruction, que tout ça, eh bien il inverse la donnée. Et puis il les voit de plus en plus comme étant des futurs terroristes, des futurs... et à ce moment-là, il les traite d'une façon, comme vous dites, de futurs djihadistes potentiels. Ben, je ne sais pas trop comment répondre non plus, mais en tout cas sur la liberté d'expression, ce qu'on peut dire, c'est que je ne sais pas s'il y a vraiment un lien entre... là, vous parlez des citoyens ou des citoyennes qui peuvent se battre contre la liberté d'expression. Je ne pense pas que le gouvernement, quand il a réagi à Charlie, il pensait défendre la liberté d'expression. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est que toute la législation antiterroriste et tous les mécanismes liés à l'état d'urgence restreignent la liberté d'expression. Et qu'il ne faut jamais oublier que l'état d'urgence, c'est aussi le contrôle des idées. Et donc, petit à petit, on peut tout à fait rogner sur la liberté d'expression, la liberté de manifestation, etc. Donc il y a bien des libertés qui sont rognées sous ce type de régime. Oui. Bonjour. On va y arriver. J'ai entendu ce que vous disiez sur la guerre et l'usage du mot guerre. Je vais quand même exprimer un petit bémol en forme de désaccord. Moi, il me semble bien qu'on est en guerre. Simplement, on n'est pas en guerre contre Daesh. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne connaîtra jamais. C'est une guerre, finalement, de facto qu'on fait actuellement contre la Syrie et contre le peuple syrien. Voilà. Que ce soit une guerre économique, parce qu'il y a un embargo actuellement sur la Syrie, c'est-à-dire que la plupart des produits ne passent pas, les transactions en argent ne se font pas, on n'a plus le droit de les faire, et ça touche très durement une population qui est déjà éprouvée. Donc il y a déjà une forme de guerre économique, une forme de guerre diplomatique qui est assez évidente. L'ambassade de Syrie en France a été fermée et son ambassadrice expulsée. D'un autre côté, l'ambassadeur de France en Syrie a été rappelé. Jusqu'à maintenant, il n'a pas été renvoyé. Enfin, il n'est pas retourné en Syrie. D'un autre côté, on voit bien qu'il y a une guerre par procuration, puisqu'on entraîne, on livre des armes et on aide financièrement un certain nombre de groupes
qui sont tout sauf respectables. Et on retrouve ces armes par la suite d'ailleurs entre les mains de Daesh qui nous frappent. Voilà. Donc il y a quand même une grosse hypocrisie sur la question. C'est cette guerre-là, elle est de facto, elle ne sera jamais reconnue par les autorités françaises, mais elle existe. Oui, vous avez raison, et quand je parlais d'utilisation politique du registre guerrier de la guerre, je visais plutôt le discours de François Hollande qui disait chaque fois qu'il y a un attentat, nous sommes en guerre. Alors qu'en réalité, il parlait plutôt des actes de Daesh.